science qui traite de l'astrologie mondiale, c'est-à-dire de la possibilité, grâce à une grille de lecture astrologique, de donner du sens à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. En astrologie, nous avons deux grandes catégories d'informations. D'une part, des informations sur les individus, c'est l'astrologie qui s'adresse aux individus, et d'autre part, l'astrologie qui s'adresse aux collectivités, comme on appelle l'astrologie mondiale, et qui traite des grands mouvements sociaux, et comment les grands mouvements sociaux, les grands mouvements de civilisation peuvent s'inscrire à l'intérieur de cycles définis par les planètes, et depuis une cinquantaine d'années, 60-70 ans, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé sur cette question de la relation entre les cycles planétaires et les civilisations et les changements. Ça tombe bien, nous sommes justement en train de changer de civilisation. Donc l'astrologie est intéressante en ce sens où elle permet de décoder, de donner une signification au bouleversement de notre vie quotidienne. Il n'y a pas besoin de chercher loin. Comment notre vie quotidienne est changée, bouleversée, transformée par des mouvements qui concernent des sociétés entières, des collectivités entières, et comment ces changements nous affectent, nous, en tant qu'individus. Alors, ici, nous avons le symbole de 5 planètes qui sont utilisées en astrologie mondiale. Ce sont des planètes qui ont des cycles relativement lents, Jupiter étant le plus rapide, 12 ans, Pluton étant le plus lent, 248 ans. Quand on regarde ces cycles, on s'aperçoit de choses curieuses. Dans un cycle de Pluton, il y a 2 cycles de Neptune, il y a 3 cycles d'Uranus, il y a 8 cycles de Saturne et il y a 24 cycles de Jupiter. Donc ce n'est pas étonnant de les retrouver, comme on va voir, à certains endroits du ciel, à certains moments qui correspondent justement à des croisements de cycles. Ou à une 3e planète, on passe à des cycles qui concernent des milliers d'années et non plus des dizaines d'années. Ce symbole-là a comme signification l'amplification. Donc Jupiter, qui va relativement, puisqu'il fait un signe par an, joue un rôle d'amplification de ce qui se passe pour les autres planètes. On peut dire que les autres planètes, c'est les aiguilles lentes de l'horloge, et que Jupiter, c'est rapide, qui vient déclencher, ponctuer ce qui se passe pour les autres planètes. On verra, quand on va aborder l'année 68 et les bouleversements de l'année 68, on va voir comment Jupiter est intervenu par rapport à des cycles plus lents qui ont donné le fond, le mouvement de fond qui s'est exprimé en 68 et qui avait commencé 2 ans auparavant, mais de manière beaucoup plus discrète aux États-Unis. Dès que Jupiter est intervenu, tout d'un coup, hop, il y a eu une flambée, amplification, matérialisation, concrétisation de ce qui se passe avec les cycles plus lents. Je vous disais tout à l'heure, nous sommes à un tournant de civilisation, à un changement de civilisation, et on va voir comment l'année 2012 va prendre place dans une espèce de grand concert
de cycles planétaires. Le ciel, de manière visible et de manière relativement claire, ce qui se passe de manière brouillée dans l'histoire humaine. Dans l'histoire humaine, il y a plein de choses qui se passent tout le temps, à longueur de temps, et pour arriver à s'y retrouver, c'est pas très simple. Mais l'astrologie est un outil qui est un outil de lecture qui permet de donner du sens, de la signification à ce qui se passe dans le monde. Alors, la mutation sociale dans laquelle nous sommes prend place en 89-93. Les grands cycles s'étendent sur plusieurs années. Ici, nous avons, au même endroit du ciel, 3 planètes qui s'alignent sur 4 ans. Il y a d'abord eu Saturne et Uranus, ensuite Saturne et Neptune, puis ensuite Uranus et Neptune, tout ça entre 89 et 93. Par exemple, le cycle d'Uranus et Neptune, c'est 181 ans. Mais dès qu'on aligne 3 planètes, on passe à 5 ou 600 ans, c'est-à-dire un demi-millénaire. Et dans ce rassemblement de ces 3 planètes, qui se passe aux environs de tous les 600 ans, de manière très variable, parce que les planètes bougent de manière très variable, elles n'ont pas des vitesses constantes. Donc il y a des fois c'est plus long, des fois c'est moins long, donc on a des fois 400 ans, des fois 600 ans. Donc ça se passe à des endroits différents du ciel. Et pour que ça revienne exactement au même endroit, à quelques degrés près, il faut remonter moins 1800, moins 1780 avant Jésus-Christ. Donc on est avec un cycle extrêmement long. Et quand on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé aux environs de moins 1600, moins 1700, eh bien, quand on interroge l'histoire, eh bien, on s'aperçoit que c'est l'émergence du patriarcat. C'est Akhénaton, c'est le tout début, les premières tentatives de monothéisme. Et il a fallu attendre les Hébreux pour que le monothéisme s'installe durablement. Mais il y a eu auparavant des essais en Égypte, Akhénaton en est la trace de cela. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré le règne d'Akhénaton, une trentaine, une quarantaine d'années, et très vite les prêtres ont effacé tous les hiéroglyphes qui concernaient cette manière de voir le monde, pour revenir en arrière, et il a fallu attendre les Hébreux pour que le monothéisme s'installe de manière définitive. Qui dit monothéisme dit patriarcat. L'un va avec l'autre. Qui dit patriarcat ne dit pas seulement une vision religieuse, ça dit aussi une manière de relier en société. Et dans cette manière de relier en société, eh bien, c'est l'éradication du pouvoir maternel, du pouvoir de la femme, qui jusque-là régnait sur l'agriculture, qui jusque-là régnait sur le soin, sur la connaissance des plantes, et surtout, qui régnait dans les temples. Les femmes étaient détentrices de la connaissance dans les temples. Et les femmes initiaient les hommes, tardivement d'ailleurs, hein, dans le moyen néolithique, on est dans ces eaux-là, hein, initiaient les hommes au secret des temples, et c'est raconté dans la mythologie
sous la forme du dieu grain, sous la forme de Horus, qui devient le privilégié, le fils d'Isis. Et cette figure d'Horus, ensuite, va se perpétuer dans la figure du Christ. C'est le même, c'est la même chose, c'est ce même niveau de conscience qui émerge, à savoir la conscience individuelle. Qui dit patriarcat, dit conscience individuelle. Dans le matriarcat, la conscience individuelle n'a pas la possibilité d'émerger, tout simplement parce que l'individu dépend du clan, avant toute chose. L'individu ne peut pas survivre seul. Et ce n'est que petit à petit, au fil du déroulement du patriarcat, qu'apparaît la conscience individuelle. Avec la conscience individuelle apparaît l'égoïsme, la conscience d'être quelqu'un de séparé. Et voilà, nous en sommes là. Nous sommes dans une société d'individus séparés, avec des portions individuelles, avec des personnes qui habitent seules, qui sont en relation affective, mais qui habitent chacun dans son appartement. Voilà, tout est séparé. C'est la conséquence du patriarcat, c'est le rôle du patriarcat, c'est la fonction du patriarcat. Extrait la conscience de la matrice maternelle pour la plonger dans la matrice paternelle. C'est pas tellement mieux, mais ça a comme fonction de révéler la conscience individuelle. De nouveau arrive cet alignement. Alignement qui prend place en 1989-1993. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la fin d'un mode de relation entre les hommes et les femmes. Ça veut dire la fin d'un type de religion, la religion révélée par les tables de la loi, pour aborder une nouvelle vision de l'être humain. Et 1989, c'est pas si loin que ça. À l'échelle de 2600 ans, quelques dizaines d'années, c'est rien du tout. Alors, voilà. On sait que 1993, ça a inversé toutes les polarités relationnelles dans le monde. On est passé d'une dialectique Est-Ouest à une dialectique Nord-Sud. Mais ce n'est pas que cela, loin s'en faut. C'est surtout un mode de relation homme-femme qui est complètement transformé, complètement changé, ce qui fait que les hommes sont complètement largués, que les femmes trouvent que les hommes sont largués. Les sociétés n'arrivent pas à faire entendre ça aux individus pour la bonne raison que la société a créé ces mêmes individus. Donc bien évidemment, on est dans un système qui ne peut pas se dénier lui-même, et donc on est dans la course à l'hyper-individualisme qui va se traduire par l'hyperlibéralisme au niveau de l'économie. C'est chacun se débrouille et
celui qui peut gagner le plus d'argent, bah, tant mieux pour lui. Et les autres, tant pis pour eux. Bon, on est en train d'en crever. Notre société ne peut pas remettre en cause l'égoïsme individuel, puisque notre société est construite pour créer des individus séparés. Donc évidemment, la société dans laquelle nous sommes n'a pas les billes. On sait très bien, en bonne logique, qu'est-ce qu'il faudrait. Mais il n'y a personne qui est d'accord pour le mettre en œuvre. Tout simplement parce que tout le système social est dirigé dans le sens de fabriquer des individus séparés. Donc, on ne peut pas demander à notre système social, qui a comme fonction de fabriquer des individus séparés, d'arrêter de fabriquer des individus séparés. Ça suppose de changer de paradigme. Ça suppose de changer de principe fondamental de fonctionnement de notre société, principe fondamental qui s'est mis en place il y a 2600 ans. Et je vais passer de l'un à l'autre pour vous montrer les liens. Ici, il y avait les trois planètes alignées. À l'endroit où est Pluton à l'heure actuelle, il y avait l'alignement des trois planètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saturne, qui est là à l'heure actuelle, il était là. Ça veut dire que Uranus, qui est là à l'heure actuelle, il était là, et Pluton, lui, était ici. Donc Pluton a fait ça, Uranus a fait ça, et Saturne a fait ça, autour du Soleil. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve d'un développement de ce qui s'est mis en place en 89-93. L'angle entre cet endroit du zodiaque et celui-là, c'est 90 degrés. Donc, Uranus a parcouru 90 degrés depuis 89. Saturne, lui, il a parcouru 270 degrés depuis 89. Ils étaient l'un avec l'autre, ils se retrouvent en face l'un de l'autre, au même endroit du zodiaque. C'est-à-dire que tout ça, c'est à 90 degrés de chaque côté de l'endroit où se passait la triple conjonction. Saturne, qui était ici en 89, il est là à l'heure actuelle. Uranus, qui était là en 89, il est là. Ils étaient au même endroit l'un que l'autre, et là, ils se trouvent en face l'un de l'autre. Et Pluton, qui était situé ici, vient exactement au même endroit que là où était cette triple conjonction. Et ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est Jupiter. On va parler pas mal de Jupiter. En 89, Jupiter, il était en face. Jupiter, on l'a vu, c'est un déclencheur. Jupiter, c'est ce qui permet d'amplifier. Donc, on a eu là tout cet extraordinaire bouleversement géopolitique à partir de la chute du mur de Berlin. Et l'étape qui est située à 90 degrés représente une étape de naissance. La naissance de quoi? La naissance de ce qui était inscrit à l'endroit de la conjonction. Je remets mon petit schéma du temps actuel. Voilà. Uranus a parcouru 90 degrés. 90 degrés égale naissance. Naissance de quoi? Naissance de ce qui était inscrit ici. Or, on a vu tout à l'heure que ce qui était inscrit ici à cette triple conjonction, c'est un changement de paradigme
un changement de principe de civilisation. Donc, arrivé à 90, on arrive à la naissance, à la mise à jour, à une prise de forme de ce qui était sous-jacent en 89-93. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se passe au carré de Pluton. C'est la grande nouvelle donne de cette année 2012. Carré, ça veut dire 90 degrés. Quand Uranus était conjoint à Pluton, ça s'est fait dans l'échéance de 65 à 66, octobre 65 à juin 66. Lorsque deux planètes arrivent au même endroit du ciel, c'était le cas, là, il y avait Uranus et Pluton qui étaient au même endroit du ciel, c'est le début d'un cycle, c'est le point de départ de quelque chose de nouveau. Et bien évidemment, c'est tout autant la fin de quelque chose d'ancien. Alors on pense tout de suite à 68, ce formidable bouleversement culturel de 68. Et quand on regarde ce qui se passe en 65-66, eh bien on voit apparaître avec les Beatles qui sont intronisés par la reine d'Angleterre, père du royaume, c'est-à-dire des du jamais vu dans l'histoire humaine. C'est-à-dire, c'est la prise de place de la jeunesse dans la société. Comme par hasard, exactement au même moment, c'est la révolution culturelle chinoise, qui s'appuie sur les jeunes. Sans ça, Mao Tse-tung n'aurait jamais réussi sa révolution. Là encore, il y a la mise en avant de la jeunesse. Et ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est le premier Love-in de San Francisco, Peace and Love, avec les barbus, les chemises à fleurs, ce qui a ensuite débarqué en Europe et dans le monde entier, a connu un début en 66. Et puis, c'est la conception des réseaux informatiques aux États-Unis, par ordre gouvernemental des États-Unis, qui donne mission aux universités de concevoir les réseaux informatiques. Ça, c'est ce qui est inscrit au point de départ d'une nouvelle manière de fonctionner de l'être humain. Le reste, c'est des développements, comme on va le voir. Ici, 78-79, c'est les premiers micro-ordinateurs Apple II qui se vendent à des millions d'exemplaires, c'est-à-dire les premiers ordinateurs individuels. Les ordinateurs existaient depuis les années 50. Mais c'était des monstres qui étaient réservés aux très grosses entreprises, voire à l'armée. On retrouve cette notion d'individu qui émerge et on retrouve ici l'émergence de l'accès à l'information pour tous les individus. Dans la foulée, l'étape d'après, 86-87, c'est le premier Windows qui permet de sortir du ghetto des spécialistes, parce qu'avant il fallait taper des lignes de code pour faire fonctionner un ordinateur. Là, pour la première fois, c'est des souris, on clique, il n'y a plus besoin de connaître comment ça fonctionne par en dessous. C'est aussi l'émergence des réseaux dans les entreprises qui relient leurs filiales les unes avec les autres grâce
à l'informatique, par l'entremise des réseaux. Évidemment, l'étape d'après, c'est Internet, 95-97, les PC multimédia, donc la vidéo sur ordinateur, et Windows 95 qui a permis de vendre des centaines de millions d'ordinateurs. Et puis voilà, 2011-2013. 2011-2013, vous voyez, 90 degrés. Ces fameux 90 degrés dont on parlait tout à l'heure, et qui sont représentés ici. Voilà Pluton, voilà Uranus, voilà 90 degrés. Ça veut dire quoi? 90 degrés égale naissance. Prise de forme. Prise de forme de quoi? De ce qui s'est passé en 65-66. Donc explosion de la micro-informatique, explosion des réseaux, explosion de la possibilité pour les individus d'avoir accès à toute l'information. Mais ce qui est intéressant, c'est 65-66, il y a cette conjonction de Pluton à Uranus, qui passe sur cette conjonction. Poum! Explosion. Mouvement social massif de remise en cause de l'ordre ancien. Or, dans le temps actuel, regardez, Jupiter est aussi conjoint à Uranus, comme Jupiter a été conjoint à Uranus en 68. D'ailleurs, cette conjonction Jupiter à Uranus porte un nom, là, à l'heure actuelle, ça s'appelle le printemps arabe. Très exactement en janvier 2011, Jupiter la troisième fois, c'est l'explosion dans le monde arabe. Pas n'importe lesquels. La Libye n'appartient pas à ce mouvement-là. Ce mouvement-là, c'est la Tunisie, c'est l'Égypte, et le Maroc, dans une moindre mesure, qui implique cette libération, qui implique cette liberté, d'ailleurs en passant 1780. C'était aussi un passage de Jupiter par rapport à Uranus. Donc Jupiter et Uranus, quand ils se rejoignent, donnent tout un élan en direction de la liberté individuelle. C'est ce qui s'est passé avec le printemps arabe. Si maintenant on met ça en relation avec le fait que Uranus est en train de se mettre au carré de Pluton, pas tout de suite, ça se passe en juin 2012. Donc on n'y est pas encore. Donc en juin 2012, il y a répétition de ce qui se passe en 68, à la fois sur le plan des technologies et à la fois sur le plan social. Donc il faut attendre à ce que les choses bougent sérieusement à partir de la jeunesse, à partir de juin 2012, en tant que mise à jour, prise de forme de ce qui s'est passé en 66 et en 68 dans l'humanité. Alors, est-ce que ça passera par les pays arabes? C'est possible, parce que ça a démarré là, mais
le mouvement des Indignados n'y est probablement pas pour rien, et il est fort probable que ça monte en puissance au fil du temps, parce que Uranus et Pluton se sont approchés très près de 90 degrés cet été au mois d'août. Qu'est-ce qui s'est passé cet été au mois d'août? Angleterre, ça vous dit rien? Les émeutes en Angleterre, mouvement social, c'était pas encore tout à fait le moment. Le moment, c'est juin 2012. Alors, voilà ce qu'on peut préparer. Ça ne sera pas la catastrophe générale. Ça sera le bouillonnement du ras-le-bol, donner une vie qui n'a plus de sens. Tout le monde le dit. Personne ne fait rien. Alors, ce qui est intéressant, revenons un peu en arrière, cette opposition Saturne-Uranus a duré 2 ans. C'est très long. En général, ça dure 1 an. Cette opposition Saturne-Uranus concerne toujours, dans tous les cycles, l'économie. Dans sa première opposition, c'était l'été 2008. C'est là où s'est passée la première opposition de Saturne-Uranus. Été 2008, c'est l'apparition des problèmes aux États-Unis des subprimes. Problème qui a déclenché toute la Nous y sommes toujours, parce qu'il n'y a pas eu de décision prise. Sinon, de boucher les trous, ça bouge sérieux. 2010, on blinde. Or, en astrologie, août 2010 a représenté une crise énorme au plan du système solaire. Et cette crise énorme, tous les astrologues, dont moi, avaient dit « ça va décoiffer ». À l'été, ça va décoiffer à l'été. L'été passe, rien. L'automne passe, rien, rien, de rien. Les astrologues, le bec dans l'eau. Oui et non, parce que nous, qui travaillons avec les histoires individuelles, eh bien, nous avons un nom pour cela, ça s'appelle le sous-marin. C'est quoi un sous-marin? Eh bien, c'est quand une personne est en période de changement et de transformation et qu'elle bétonne. Sa volonté s'arc-boute contre le monde et rien ne bouge. Donc, là où normalement, dans le courant de la vie, il y aurait dû avoir un changement, il ne se passe rien. Donc l'astrologue va dire, ah oui, là, voilà, il y a des moments de changement, des moments de transformation, c'est ce qu'on avait dit. Puis il ne se passe rien. Dans la réalité, il ne se passe rien. Seulement 1 an après, là, il y a l'émergence du retour de refoulé. Chez l'individu, ça peut se traduire par des accidents, par des maladies, au moment où on l'attend le moins, tout se passe. Il ne se passe rien. Ah, on vient en arrière. Ah,
Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Ah ben rien, il ne s'est rien passé, ben voilà, ben ça se passe maintenant. Sous-marin. Il y a un moment où le sous-marin il va remonter. Ben, c'est en train de se passer. Avec la Grèce, avec l'Italie, avec le Portugal. C'est-à-dire qu'on est dans un temps où les décisions qui n'ont pas été prises en août 2010 vont avoir des conséquences qu'on ne va plus pouvoir éviter. L'Europe se trouve au premier plan, les États-Unis en deuxième plan. À travers toute la question grecque, eh bien, se trouve posée évidemment la question du système économique dans lequel on est, avec une aberration la plus extraordinaire qu'on puisse imaginer, à savoir, quand un pays est en difficulté, on lui baisse sa note. Quand on lui baisse sa note, les emprunts sont plus chers. Donc, le pays est encore plus en difficulté, donc on lui baisse encore plus la note, donc la note est encore plus chère. Encore plus chère. Et il y a une aberration extraordinaire en Europe. C'est que les pays européens n'ont pas le droit de prêter à un autre pays. Ça doit passer par une banque, obligatoirement. Or, les banques s'alignent sur les notations. Bien que l'Europe prête à 3%, et les banques, en fonction de la notation, prêtent à 15-20%, en fonction de la notation du pays à qui on donne de l'argent. On marche sur la tête, là. Donc on arrive aux effets pervers du système. Or, c'est-à-dire de retrouver ce actif, agressif, entreprenant, non pas au profit d'une entreprise, parce que ça c'est un moule tout balisé, mais en tant qu'expression de sa dimension masculine, naturelle, spontanée. Donc dans cette révolution qui s'annonce, et elle s'annonce, les hommes et les femmes vont être au coude à coude, c'est-à-dire que les femmes vont manifester autant que les hommes. Parce que dans notre société, la femme a trouvé sa place sociale, mais elle n'a pas trouvé sa place de femme, elle a trouvé sa place de substitut d'homme. Donc, dans ce mouvement d'Uranus par rapport à Pluton, qui va s'étendre de... Alors ça a commencé en juillet, je vous disais, 2011, mais le moment exact de 90 degrés, c'est juin 2012. Et ça continue jusqu'en 2013. On a juin 2012, septembre 2012, mai 2013. Donc tout un ensemble d'étapes qui ont comme sens le refus de se conformer au système. En parallèle à ce lien entre Uranus et Pluton qui va faire ressurgir des mouvements qui sont nés en 68, il y a de la même manière 90 degrés entre ça ne parle pas du tout de la même chose, puisque et ce qui est caché, le pouvoir occulte. La relation de Saturne à Pluton nous parle de terrorisme. La relation de Saturne à Pluton
nous parle de nucléaire. La relation de Saturne à Pluton nous parle de pétrole. Mais la relation de Saturne à Pluton nous parle aussi du retour de refoulée. Là, comme on le voit, on est dans 3/4 de cercle par rapport à Pluton. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours la même question, lorsque Pluton et Saturne étaient au même endroit, puisque chaque étape va développer ce qui s'était mis en germe au moment où la conjonction, où les deux planètes étaient au même endroit. Ce cycle prend place en 82. Pour aller vite, les moments marquants de ce cycle, c'est 90 degrés, c'est l'opposition. 90 degrés, c'est la première bombe dans le World Trade Center à New York. L'opposition, c'est les Twin Towers. C'est-à-dire que toutes ces dates sont des dates qui sont en lien avec le terrorisme. On va retrouver ici la même chose avec la mort de Ben Laden. La différence entre 90 degrés d'un côté et 90 degrés de l'autre, c'est que 90 degrés en croissant implique une naissance, 90 degrés de l'autre côté en décroissant indique une décrépitude. C'est l'automne, symboliquement. 90 degrés croissant, c'est le printemps. 90 degrés décroissant, c'est l'automne. Donc, on est dans les conséquences des choix et des décisions, ou des absences de choix et de décisions qui se sont pris dans la première partie du cycle. Et la première partie du cycle sur l'axe du mal aux États-Unis. C'est-à-dire une définition de la bête à abattre sans se poser du tout la question de pourquoi la bête est arrivée. C'est-à-dire, en 2001-2002, il y a des décisions politiques qui sont prises et qui vont dans le sens de faire disparaître le symptôme. Le terrorisme, c'est un cancer. Ça fonctionne exactement comme un cancer. C'est-à-dire qu'il y a des métastases. Si on a un traitement qui est uniquement médical, ça métastase. Si ce traitement médical n'est pas doublé d'un changement de vie, d'une mutation personnelle, ça se déplace. Le symptôme se déplace, tout simplement. À vouloir faire l'humanité comme il en va pour les individus, à vouloir faire disparaître le terrorisme, changer ce qui cause le terrorisme, ne fera jamais que déplacer le problème. Et c'est pas parce que Ben Laden a été capturé, a été mis à mort, que ça fait disparaître le terrorisme pour autant. Il n'y a pas longtemps encore, il y a eu je ne sais pas combien de morts par des kamikazes. En passant, ça nous rappelle quoi, ça, les kamikazes? Ça nous rappelle la guerre des États-Unis vis-à-vis du Japon. Pourquoi les Américains ont gagné la guerre? Parce qu'ils ont employé la bombe atomique. Et pourquoi ils ont employé la bombe atomique? Parce qu'ils n'arrivaient pas à déloger les Japonais de chez eux. Forcément, ils étaient chez eux.
Donc ils connaissaient un peu le terrain quand même. Le problème, c'est que le terrorisme, il n'est pas à un endroit. Les Japonais, ils étaient à un endroit. Nagasaki, par exemple, Hiroshima. Donc c'est une technique qui n'est pas applicable. Et là, on arrive à un moment où il est impossible de faire l'économie des conséquences des choix et des décisions des 3/4 du cycle. Alors, c'est en lien avec le pétrole. On ne va pas aller enquiquiner des populations qui n'ont pas de pétrole ou qui n'ont pas de terres rares. S'il n'y a pas de pétrole, s'il n'y a pas de terres rares, il peut bien y avoir autant de tyrans que l'on veut, tout le monde s'en fout. Mais s'il y a des terres rares ou du pétrole, ah, là, c'est de notre paire de manches. Donc d'un côté, on a Saturne-Pluton. Il y a une grosse tension là, internationale. De l'autre côté, il y a la naissance d'un mouvement de libération. Et entre les deux, la crise économique, qui n'a pas trouvé de solution. La solution aurait dû être trouvée en août 2010. Si les Européens et si les Occidentaux étaient calés sur les rythmes cosmiques. Elle a été plus ou moins étouffée, plus ou moins endiguée, mais elle est toujours là. Elle va se traduire par la dette grecque, par les Italiens qui commencent à déraper, par les Espagnols qui ont déjà commencé à déraper sérieusement. Les Espagnols ont 25% de chômage, on rouspète avec 12%. Ils en ont le double. C'est-à-dire que la crise économique, elle n'est pas finie. Donc on est dans une configuration explosive où il y a des tensions très fortes économiques, des enjeux de pouvoir qui passent par le pétrole, qui passent par la mise en équation des sociétés occidentales à travers l'informatique. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, il y a des instructions ministérielles pour calibrer les bébés de telle manière à prévoir leur futur? On marche sur la tête, hein. Eh bien, c'est effectif. Déjà, les profs, ils y sont déjà, à cocher des petites cases pour chaque élève. Maintenant, c'est les bébés, dans les crèches. C'est-à-dire qu'ils sont observés, ils sont calibrés, et ils rentrent dans des petites cases. Chaque petite case dans son futur. C'est-à-dire qu'on rentre dans une société robotisée, tout le monde le sait, ça, hein. Une société où c'est l'informatique qui décide, et quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ah, j'y peux rien, c'est l'ordinateur. Il n'y a plus d'interlocuteurs, c'est fini. Vous avez des personnes qui sont payées pour répondre, qui sont en Afrique, au Chili, ou je ne sais pas où. De toute façon, ils n'ont aucun pouvoir de décision, cause toujours tu m'intéresses. C'est-à-dire que c'est un système autosuffisant. Et nous, en tant qu'individus, à l'intérieur de ce système, nous avons le droit à une place qui est balisée
par ce que l'on appelle des propriétés objets. En informatique, on a des objets, on a des programmations objets, chaque objet ayant des propriétés, ayant des fonctions particulières. Ben là, c'est pareil. Vous avez une case, donc vous avez le droit à qui cherche à prendre le pouvoir par l'information. Et de l'autre côté, il y a l'émergence de cette urgence de liberté, de cette urgence existentielle à sortir de ce que l'on attend de nous pour pouvoir être nous-mêmes, pour pouvoir avoir le droit de choisir notre vie. Par où ça va passer? Est-ce que ça va passer par le mouvement Indignados? Est-ce que ça va passer par les pays arabes qui ont mis en route ce mouvement-là? Le printemps, c'était en janvier de cette année, où Jupiter est joint à Uranus, et en février, chose extraordinaire, février, Uranus a bougé beaucoup, il a quitté Uranus, il a fait carré à Pluton. Et ça, c'est la Libye, c'est Fukushima, Jupiter, carré Pluton. Et on n'est pas du tout dans le même registre du mouvement du printemps, de liberté individuelle, d'élan, qui fait penser à 68 d'une certaine manière. Mouvements de population qui ont été émulés par le printemps arabe se sont trouvés non plus en face d'Uranus, mais en face de Pluton. Et c'est toute l'histoire de la Libye. Et comme il y a Pluton, il y a du pétrole. Et comme il y a la Libye, il y a le terrorisme. Iran. Donc évidemment, le monde occidental a une grosse dent contre Kadhafi, pour la bonne raison, c'est qu'il y a du pétrole. S'il n'y avait pas de pétrole, tout le monde s'en foutrait. Donc voilà la situation. On a une tension économique ici, une tension existentielle ici de compréhension ici. Cette opposition, elle est passée, c'était 2008-2010. Ce carré Saturne-Pluton, il est passé. Et le carré Pluton-Uranus est en train de se former. Et Jupiter va y participer dans la mesure où il va passer en aspect petit, mais un aspect quand même, avec Uranus de nouveau en 2012. Donc on a là des répétitions en 2012 de ce qui s'est passé en 68, Jupiter participant à l'affaire en juin 2012. En juin 2012, il y a le carré exact, et en juin 2012, il y a une relation, nouvelle relation, par la conjonction, une petite relation après, entre Jupiter et Uranus. Donc voilà, la configuration, ça donne de l'espoir, parce que dans les décisions géopolitiques, dans le rapport de Saturne à Pluton, il y a cette pressurisation, tout le monde le sent dans les entreprises, il faut rentrer dans les cases. Ça, c'est passé. L'opposition Saturne-Uranus, elle est passée. Ce qui est à venir, c'est le carré Pluton,
qui renvoie à 68 et qui ouvre une porte, une bouffée d'air qui implique cette opposition et ce carré qui cherche à verrouiller le système, qui cherche à faire en sorte que ça ne bouge pas, comme tout à l'heure. Le système n'a aucun intérêt à changer quelque chose, puisque le système est construit pour fabriquer des égoïstes. Donc, prendre en compte la collectivité, prendre en compte les autres, le système va à l'inverse de ça. C'est l'ultralibéralisme, c'est chacun qui se débrouille, c'est les marchés vont se réguler. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'une mère dit de son enfant, il va se réguler tout seul face à... C'est que ça ne se régule pas tout seul, que l'égoïsme ne se régule pas tout seul. Eh bien, le principe de notre société, le principe de l'ultralibéralisme, c'est que le marché se régule tout seul. Ben, c'est faux. Mais le système tient mordicus à ne pas changer le système. Donc, eh bien, c'est les individus qui vont devoir s'y coller. Et c'est ça qui va se passer. Donc vous avez dû entendre parler en long, en large et en travers de 2012 comme étant la fin du monde. Ah ben non, ça ne sera pas la fin du monde. Ça sera même plutôt le départ de quelque chose. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc on va être obligé, face à la crise qui s'annonce, eh ben de développer l'entraide. Ce qu'on a complètement perdu dans notre société. Chacun pour soi. Ben là, chacun pour soi, ça ne pourra pas marcher. Hein. Face à une crise sociale, eh bien, chacun va devoir ne pourra plus compter sur le système, puisque le système est en faillite. Donc, il va falloir compter les uns sur les autres. Et donc, mettre en œuvre ce changement de paradigme qui a commencé tout juste à se mettre en place en 89-93, eh bien, citoyens dans la possibilité de remettre en cause le système. Maintenant, voilà, ça dépend du chemin des uns et des autres. On est dans une société où quand même les individus bougent, où la conscience individuelle, on l'a vu, émerge. En termes de remise en cause, est quand même infiniment plus grande aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ça donne de l'espoir. Ce qui donne de l'espoir aussi, c'est que ce mouvement de révolte a quelque chose d'extrêmement positif. C'est sortir du mortifère. C'est sortir de ce qui nous étouffe. Ça fait vraiment penser à 68. Hein. Ça fait vraiment penser combien la société a été transformée. Évidemment, les jeunes, ils ne s'en rappellent même pas, parce qu'ils sont nés avec ça. Mais ceux qui ont vécu ce moment-là, comme c'est mon cas, je peux vous dire qu'entre avant 68 et après 68, il n'y a pas photo. Maintenant, on trouve ça normal, on n'imagine même plus comment c'était auparavant. On ne peut même pas imaginer comment c'était auparavant. Moi, j'allais à la fac en cravate costard. Obligatoire. C'est un exemple. C'est une anecdote, mais qui veut dire beaucoup de choses. Donc, 68 a été l'occasion de faire exploser des carcans sociaux, de faire exploser une société qui était fondée sur le 19e siècle. Eh bien, il faut s'attendre à quelque chose du même ordre, de faire exploser des valeurs
qui ne sont plus valides, qui ne tiennent plus la route. Voilà, j'imagine qu'il y a des questions, qu'il y a des réflexions. Voilà, la parole est ouverte là aux personnes qui désireraient poser des questions. Ça suppose que plus personne n'est lâche par rapport à l'incarnation de ce qu'il est. Ah, il y a beaucoup à perdre pour être soi-même. Il faut vraiment beaucoup de courage. Oui, mais le ras-le-bol donne le courage. Et ce sont les jeunes, je vous le disais, ça va passer par les jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Rien. Ils n'ont rien à perdre. C'est quoi leur futur? C'est du chômage. Donc ils n'ont rien à perdre. Hein. Le fait que ce soit Uranus en bélier, est-ce que ça va être plus... Alors le fait que ce soit Uranus en bélier, ça rajoute à l'affaire. En donnant un côté spontané et explosif à Uranus, qu'il n'avait pas dans le Capricorne. Et qu'il avait encore moins dans la Vierge au moment de la conjonction de Saturne à Uranus qui est le signe de la Vierge. Mais je pense qu'il va y avoir toutes les générations. Il va y avoir toutes les générations. Dans toute cette histoire. Il va y avoir toutes les générations. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Espagne cet été et donc d'assister à des réunions d'indignados. Eh bien, il y a toutes les générations, depuis le papy jusqu'aux jeunes barbus, voilà, tout le monde en train de bricoler, en train de monter les étals, en train de prendre des perceuses, le papy qui prend des perceuses. C'est extraordinaire de voir ça. C'est un mouvement populaire qui était réservé aux jeunes en 68, et là, ça concerne toute la population. La population est impliquée dans cette affaire. Ce n'était pas le cas de 68, hein. Mais là, les adultes n'ont pas grand-chose à perdre non plus. Parce que même ceux qui ont un travail se retrouvent dans des situations épouvantables à l'intérieur d'une entreprise qui les pressure de plus en plus. Ça devient insupportable. 2012. Ah bah 2012, c'est les élections. Hein. Donc, les élections vont devoir, bien évidemment, et ça va être intéressant, tenir compte de l'inconscient collectif à travers les sondages, à travers tout, en fait c'est ça qui se passe. Hein. Et il y a récemment eu à la télévision quelqu'un qui disait, de manière fort juste, il disait, la seule chose à faire dans cette situation, c'est de ne pas choisir le candidat à l'avance. Qu'est-ce qui dit ça? Je ne sais plus, c'est un écrivain. Ce n'est pas un politique en tout cas. Parce que évidemment, ça n'intéresse pas du tout les politiques, cette prise de position. Le politique, il veut savoir quelle est la bonne phrase à placer en fonction des choix préétablis des uns et des autres. Donc les élections françaises prennent place dans ce grand mouvement. Alors, ben voilà, c'est-à-dire que les politiques vont se trouver confrontés à la nécessité de prendre en compte le grondement, le mécontentement. Maintenant, il y en a un qui va avoir le courage de remettre en cause le système. C'est pas gagné d'avance. Et s'il y en a un qui le fait, il y a des chances que ce soit lui qui passe. Parce qu'il sera dans le courant du temps. Seulement, ça suppose une remise en cause fondamentale des attitudes et des positionnements. Et en France, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est pour le moins traditionnel. Surtout pas remettre en cause le système. C'est-à-dire qu'en 68, ça avait bougé.
parce que le système était bloqué. Donc c'est vrai que les élections françaises, c'est au mois de mai, hein. Là on est au mois de juin, on n'est pas loin. Hein. Il n'est pas du tout improbable qu'il y ait des surprises à travers les élections, et que ces élections amènent quelqu'un au pouvoir qui n'est absolument pas prédictible à l'avance. Comment vous expliquez ce fameux calendrier qui s'arrête brutalement en 2012, je crois que c'est à Stephen Maya? Alors, comment j'explique le calendrier Maya? Je ne l'explique pas. Parce que le calendrier Maya, contrairement à ce que l'on dit, ne parle pas d'alignement de planètes. Il n'y a aucun alignement de planètes, et les Mayas, qui n'étaient pas des idiots, le savaient pertinemment. Il n'est pas question d'un alignement de planètes. Il est question d'un alignement d'un élément du système solaire sur... C'est le point vernal qui passe au carré exact du centre de la galaxie. Donc ça n'a rien à voir avec les planètes. C'est pour ça qu'en astrologie, on ne trouve pas parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Nous, ce qu'on voit en astrologie, c'est pas la fin du monde. Nous, ce qu'on voit en astrologie, c'est la répétition de quelque chose qui a à voir avec 68. Alors ça va décoiffer, ça fait du mouvement. Enfin, c'est pas la fin de l'humanité. Le carré Saturne Pluton, il est plus là. Il est fini. Donc les risques nucléaires. Il est fini. L'opposition Saturne-Uranus, elle est finie aussi. C'est passé. Mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de réponse qui ont été apportées. Donc, on est dans un sous-marin. Et ce sous-marin, il va remonter à la surface. Ça, c'est couru d'avance. C'est-à-dire que cette grande configuration se passe en plusieurs étapes. C'est pas simultané. Ça se passe, premièrement, dans l'opposition Saturne-Uranus. Deuxièmement, dans le carré de Saturne-Pluton qui dure 1 an. Et troisièmement, dans le carré Uranus à Pluton qui dure 1 an et demi, 2 ans. Ça se passe en 3 étapes. Je vous souhaite une bonne soirée et vous remercie de votre attention.